Commencer par Christelle. Merci. Bonjour à tous. Donc, Christelle Jimenez, conseillère municipale et déléguée au CCAS de la ville d'Elne. Donc, merci de nous avoir invités. Monsieur le maire était occupé ce matin avec justement un centre éphémère de vaccination et certains aussi rendez-vous qu'il devait avoir également avec les départements. Donc je l'excuse pour lui, mais il aurait aimé être là. Alors, au niveau de la ville d'Elne, les projets innovants n'ont pas encore tous abouti, enfin, ne sont pas tous à terme, puisque au niveau de tous les élus, nous travaillons tous en collectif. Notre projet principal, qui a mis donc 9 mois à aboutir, c'était donc le centre de santé, comme vous avez pu tous l'entendre, qui a ouvert donc au mois de mai récemment et qui est vraiment une très bonne chose parce qu'on voit que justement tous les bénéficiaires en sont ravis et qui en avaient vraiment besoin. Donc nous allons pouvoir nous lancer sur les autres projets innovants tels que les arcades du futur. Donc nous allons mettre en place des projets de jardin avec un accompagnement et des formations sur la culture et la permaculture au niveau des habitants. Donc travailler vraiment en lien avec eux et vraiment pouvoir cultiver et les consommer directement. Nous avons également un projet qui s'appelle Le goût des autres, qui lui également, avec un thème chaque année, qui donc sera récurrent chaque année, il y aura un thème spécifique et on travaillera sur une communauté spécifique chaque année également. Donc cette année, le thème, c'est les épices et la communauté, c'est l'Amérique latine. Donc ce projet va porter également tout au long de l'année sur des expositions, sur l'alimentation, donc en lien avec les écoles, les cantines, la maison de retraite et les habitants. Donc toute l'année, il va y avoir un projet, porté donc chaque mois avec un thème ou une action spécifique, avec des ateliers. Et un temps fort va être donc donné au mois de juillet avec un repas partagé sur la communauté choisie de l'année. Donc cette année, le repas temps fort sera le 9 et 10 juillet, autour de l'Amérique latine avec le thème des épices. Nous avons également un projet, une ferme municipale, qui va donc inciter le circuit court, puisque nous allons travailler avec les habitants. Ça va nous permettre également de travailler sur la remise en place des friches, travailler les friches. Et on va donc inciter les habitants à consommer local, à favoriser le circuit court pour pouvoir justement consommer directement, localement. Et pourquoi pas aussi, en voyant grand, de forcément travailler avec les EHPAD, les cantines de la ville. Donc, bon, je ne vous dis pas que l'idéal serait d'augmenter le pouvoir d'achat au niveau de toutes ces personnes, mais voilà, on essaie de faire au mieux pour nos habitants et de consommer local. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie de faire vite, hein. Je vous vois avec le compteur, je me disais, oh là là. Non, c'est très bien. Ce qu'on va faire, tout le monde intervient et après on a un échange. Donc, Patrick, pour la région, il m'a dit qu'il allait être aussi court. Oui. Oui, excusez-moi. Bon, mais bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier quand même la CGT de nous avoir invités et je suis hyper content d'être là. Et avec plusieurs casquettes. Donc, je suis quand même un ancien travailleur de l'agroalimentaire avec 35 ans de syndicalisme à la FNAF CGT. Donc, et je suis élu à la région. Donc, chaque fois que je vis dans des réunions comme ça, j'ai toujours plusieurs casquettes et c'est ces casquettes qui se parlent entre elles. Et quand elles se parlent entre elles, il faut qu'il en sorte quelque chose. Moi, simplement, je ne suis pas le coucou de l'histoire. C'est que je ne vais pas vous déballer tout ce qu'a fait la région, parce que vous le savez, la région, elle a agi quand les étudiants étaient en difficulté. Denis Bastoum a dit qu'on a aidé la banque alimentaire. On est en train, on y réfléchit. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que pendant le confinement, la région, la présidente Carole Delga, avait décidé qu'il fallait, entre guillemets, que nous ayons une réflexion, les élus, sur l'alimentation. Et comme moi, j'étais un peu branché alimentation, je me suis inscrit dans cette plateforme de réflexion. Et dans cette plateforme de réflexion, moi, il m'est venu une chose en
tête, c'est qu'on ne pourra pas, à un moment donné, parler de sécurité alimentaire ou de bien-être alimentaire si on ne parle pas de précarité, si on ne parle pas d'économie et si on ne parle pas de valeur travail. C'est-à-dire, on n'en sortira jamais. À un moment donné, on sait très bien que j'ai en face de moi le Secours populaire, on sait très bien que les gens qui ont besoin de l'aide alimentaire, ce sont des gens qui sont dans une précarité maximum. Pendant mon mandat, pendant le confinement, on a aidé la région, les étudiants. Vous vous rendez compte, à un moment donné, les étudiants, si on n'était pas intervenu, le Secours populaire, les institutions, et certains étudiants étrangers surtout, et bien, certains étudiants étrangers auraient pu mourir de faim sur notre territoire. C'est quand même paradoxal. On est au XXIe siècle. On n'est pas au XIXe. On est au XXIe siècle. Donc, à un moment donné, le sujet de l'alimentation, comme la santé, comme l'éducation, comme la sécurité, ce sont des compétences de la nation. Une nation qui ne nourrit pas sa population est une nation pauvre. Est une nation pauvre. C'est de ça qu'il faut, à un moment donné, parler. Donc moi, dans mon histoire, je me suis dit, mais comment tu vas t'inscrire, Patrick, là-dedans? Donc, mon dada, et si je peux dire mon dada, je pense que pour parler de sécurité alimentaire, il faut que toute la chaîne de l'alimentation soit respectée. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire si on ne parle pas, à un moment donné, du monde agricole. Si le monde agricole va au Secours populaire pour s'en sortir, ce n'est pas possible. On est en train sur notre planète, comment ça s'appelle, le modèle économique est en train de faire mourir de faim les petites exploitations familiales. Je le caricature, je le réduis, mais grosso modo, on est en train de concentrer toute l'agriculture sur une base de culture intensive, de culture rentable économiquement. On ne peut pas. Si on veut être en accord avec, à un moment donné, l'environnement, si on veut être en accord avec tout ce qu'on a pu découvrir, si on veut se mettre en conformité avec le réchauffement climatique, il faut qu'on trouve un autre modèle. Donc moi je me suis saisi de la particularité du chef d'État qui a dit le jour d'après. Eh bien, moi je m'inscris dans ce jour d'après. Dans ce jour d'après, il faut qu'on arrive à construire quelque chose de bien. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on discute et qu'on mette sur le tapis une sécurité sociale alimentaire. C'est tout. Alors, je ne dis pas plus, je m'inscrirai dans le débat après. Je vous remercie. Eh bien, écoute, voilà, Marjorie Fournier pour la plateforme Solal, et après on repartira de l'autre côté de la tribune. Merci à M. Cornas pour cette invitation. Solal est ravi d'être à vos côtés en ce jour. Donc nous sommes une association d'aide alimentaire, nous sommes la solidarité agricole et des filières alimentaires. Donc en fait, on est un courtier un petit peu en dons agricoles, si je puis dire. On fait le lien entre les donateurs agricoles et les associations d'aide alimentaire type Secours populaire, Andes, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Banque alimentaire qui ont intervenu tout à l'heure. En fait, le donateur, quand il nous contacte ou quand il fait des dons alimentaires, alors on ne va pas parler de gaspillage parce que pour eux c'est inimaginable de produire de la nourriture pour la gaspiller par la suite, on va parler d'invendus alimentaires. Quand ils viennent nous contacter, c'est qu'ils sont dans le pétrin, c'est qu'ils sont dans une situation de crise parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Alors ça peut être pour différentes raisons, ça peut être pour la météo, ils ont produit des tomates mais il pleut donc les Français ne consomment pas de tomates, ils se retrouvent avec des tonnes et des tonnes de tomates sur les bras. Ça peut être dû à l'exportation et l'importation européenne aussi, ça peut être dû à de l'embargo politique comme il y a eu l'embargo russe dans le Tarn-et-Garonne il y a quelques années, ça peut être pour différentes raisons. Et nous on est vraiment là pour leur venir en aide et d'autant plus durant la crise sanitaire venir en aide également aux associations d'aide alimentaire qui, malheureusement, la crise fait grandir, je crois, de 10% la précarité alimentaire dans les départements. Moi, c'est vrai que toutes les semaines, je suis contactée par le Gers, par le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales. On s'en sort à peu près, mais parce qu'il y a un très gros donateur. Mais c'est vrai que voilà, tous les départements de la région nous sollicitent. Donc, on est là vraiment pour leur venir en aide. Notre spécialité, c'est vraiment leur apporter des produits frais, des produits de qualité. On en parlait tout à l'heure avec les associations, ils ont vraiment des produits consommables, des produits de qualité qu'ils peuvent distribuer à leurs bénéficiaires et pour nous c'est vraiment une valeur ajoutée.
On va également mettre en place des opérations pour que les agriculteurs qui sont donateurs viennent dans les associations d'aide alimentaire voir comment elles mettent en valeur leurs produits, parce que des fois ils se disent bah, c'est juste dans des caisses et puis voilà, alors pas du tout. Les associations font très bien ce travail-là de redistribution aux plus démunis, et le donateur est valorisé de voir comment son produit peut être redistribué par la suite, et il n'est pas simplement donné à des animaux, ou alors il peut des fois choisir malheureusement le choix de le laisser en champ ou alors de le mettre au méthaniseur. Donc nous on est vraiment là pour revaloriser les produits en région Occitanie. Merci d'ailleurs à la région qui nous soutient depuis le début, et on est vraiment là pour apporter une solution supplémentaire aux associations d'aide alimentaire, et pour, j'ai envie de dire, pour faire la route à leur côté aussi, et leur apporter de nouveaux donateurs tous les jours. On essaie vraiment de s'épauler les uns et les autres. Voilà. Très bien. Allez, hop, on repart de l'autre côté. Et là, cette fois-ci, c'est l'association ADV Carbone avec M. Manuel Ratoui. Bonjour et merci. Donc, ATD Carbone, je vais dire en 3 mots qui on est, comme ça vous saurez d'où je parle, comme on dit. Donc, ATD Carbone, c'est un ensemble de personnes qui veulent s'engager pour mettre fin à l'extrême pauvreté et détruire la misère. Donc, il y a une utopie, on va dire une utopie réaliste, qui est détruire la misère. C'est un mouvement qui a été fondé il y a une 60aine d'années dans un bidonville de la région parisienne par les familles qui vivaient dans le bidonville, qui est aujourd'hui présent dans 30 pays. C'est un mouvement non confessionnel, non politique et non gouvernemental. 3 façons d'agir. La première, c'est d'agir sur le terrain avec les personnes en situation de pauvreté et s'unir dans un combat pour obtenir l'application du droit. Donc, l'ATD Carbone a plutôt une façon de faire qui est de rompre un peu avec les pratiques d'assistance et puis de construire des dispositifs avec les personnes concernées. Donc, pour faire simple, faire avec et pas faire pour. Alors, des actions de lecture, pour la culture, mais aussi de la prise de parole et du pouvoir d'agir. Deuxième façon de faire, c'est agir auprès des institutions pour faire évoluer les lois et les pratiques en associant les personnes. Donc, en recueillant la parole, en partant de l'expérience des personnes, tenter de modifier les lois. Il y a derrière ça toute la question de la participation, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais qui n'est pas vraiment effective et réelle. Par exemple, l'ATD Carbone est à l'origine de plusieurs avancées législatives, comme le RMI, qui était l'ancêtre du RSA, la couverture maladie universelle. J'en dis un mot parce que c'est très important. La CMU, en fait, c'est un dispositif qui a été expérimenté par un groupe de personnes dans un département de l'Est qui voulaient voir comment ils pouvaient garantir leur santé. Il y a des choses qui ont été évoquées sur la question du maintien de la santé. Et ils ont expérimenté quelque chose à un niveau très très local. Puis après, ils ont saisi l'institution départementale en disant « on vous propose d'étendre le dispositif au département ». Et ayant fait la preuve que ça marchait au niveau départemental, il y a eu une action du mouvement pour le faire vivre au niveau national, et c'est comme ça qu'on a obtenu la CMU. Voilà, donc une façon d'expérimenter les choses, et par l'expérimentation, essayer de le diffuser. Il y a aussi une expérience qui est menée actuellement, il y a le DALO, il y a aussi Territoire zéro chômeur de longue durée, dont vous avez peut-être entendu parler. Je donne quelques chiffres, et ce n'est pas les miens, c'est des chiffres du gouvernement qui sont importants. Il y avait une discussion à l'Assemblée il n'y a pas tellement longtemps sur l'extension du territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qui est demandé au gouvernement quand un territoire zéro chômeur de longue durée se lance, c'est une participation qui oscille entre 20 et 22 000 euros par an et par salarié. Je rappelle que pour le CICE, on dépense entre 100 et 150 000 euros par salarié et par an. Donc il y a un peu le niveau de discussion dans lequel on est. J'aime bien donner des chiffres parce qu'on voit où on en est. Et on voit quelle est la priorité aujourd'hui qu'on donne à ces questions. Donc territoire zéro chômeur qui est vraiment un projet aussi pour la dignité des personnes. Mais on va revenir à la question de l'alimentation. Et puis, troisième manière d'agir pour le mouvement, c'est agir auprès de l'opinion publique pour faire changer le regard porté sur les personnes. En fait, les personnes sont victimes de la situation. Alors là, je renvoie aussi sur un petit bouquin qui a été fait par le mouvement et d'autres associations, qui est vraiment très très bien fait, je vous incite à vous le procurer. C'est en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Quand on entend par exemple une personne que je n'ai pas nommée qui dit on va faire autrement. C'est des de l'atelier, c'est ça. Voilà. Si les 3 millions de chômeurs aujourd'hui traversaient la route, ils trouveraient 150 000 emplois. Voilà. Donc une façon de parler comme ça, c'est bien une façon de stigmatiser les personnes qui sont sans emploi. Et derrière ça, il y a un discours qui est violent et qu'on dénonce. Donc une façon aussi de
s'adresser à la société en disant mais attention, on est tous victimes et on est tous responsables des représentations. Un autre exemple, il y a des villages dans cette région qu'on connaît qui ont voté dans des extrêmes, on va dire, et à l'inverse, ces mêmes villages, ils se sont mobilisés 1 ou 2 mois après, et toutes les personnes étaient autour de la boulangerie pour éviter que l'apprenti qui était sans papier soit expulsé. Donc et on parle bien des mêmes personnes. Donc ça veut dire que les personnes sont victimes aussi des représentations que la société, les médias, etc. leur donnent sur les pauvres. Je vais faire rapidement, mais c'est pour que vous sachiez d'où on vient, d'où je parle. Alors, 4 infos, et puis je fais un peu d'actualité. Première information, vous avez entendu parler de l'éviction d'ATD Carmonde du CESE. On y siégeait depuis 1979. Le CESE, c'est la 3e assemblée de la République, et c'est une assemblée, c'est un lieu de dialogue. C'est un lieu de dialogue. Tous les gens qui ont fréquenté le CESE peuvent vous dire que c'est un endroit où toutes les parties... Alors, CESE, c'est Conseil économique, social et environnemental. Merci. Voilà. Où toutes les personnes peuvent parler. Quand on voit qu'on passe de 233 sièges à 175, il y a déjà un signal qui est donné. Et quand on voit qu'il y avait avant 3 sièges pour les personnes les plus pauvres et que ATD Carmonde a été exclu avec l'idée qu'il n'y ait plus qu'un siège, heureusement, il y avait vraiment un collectif d'associations qui a dit mais on va se mobiliser pour que ce siège il continue à être porté par ATD Carmonde. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que beaucoup d'associations ont dit que ce n'est pas normal qu'une association qui est là depuis plus de 40 ans soit exclue comme ça. Un petit chiffre, on parle d'un siège au CESE, qui est une assemblée démocratique, qui est censée représenter 15 millions de personnes à peu près dans ce pays. Il y a 2 postes pour les chasseurs, 2 millions de cartes de chasse en France. Donc on voit quand même qu'aussi au niveau politique, il y a des choses à interroger. Et l'actualité du CESE montre bien où on en est. Sur ce qui a été dit sur les étudiants, et je ne m'inscris pas en faux sur ce qui a été dit, mais pour dire encore une fois d'où on vient. Le CESE avait produit en 2016 un excellent rapport sur école, réussite et grande pauvreté. Dans ce rapport, il était déjà dit que beaucoup d'enfants, et les enfants des familles les plus précaires, étaient déjà victimes de parcours subis. Donc quand on nous dit aujourd'hui il y a des étudiants qui ont dû se réorienter, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, etc. Je suis désolé, mais nous on dit, ben oui, on le sait, les personnes les plus précaires, les familles les plus pauvres, elles vivent ça depuis des décennies. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a d'autres familles qui ont vu leurs étudiants ne pas pouvoir travailler, ça s'était dit, et qui ont dû faire d'autres choix. Et je suis désolé de vous le dire, enfin vous le savez, je pense que dans l'Assemblée vous êtes convaincus, mais ce n'est pas une découverte. Hein. En tout cas, ce n'est pas une découverte pour beaucoup de personnes qui vivaient déjà dans la galère. Voilà. Quand les gens ils parlent du Covid, et les personnes qui vivent la pauvreté, elles disent ben non, le Covid, oui, il y a des difficultés, mais il y a plein de choses qui n'ont pas changé pour moi, parce que la galère que j'avais, je l'avais déjà. Second point qui me paraît important, sur la question de l'urgence, je prends des chiffres. À l'origine, en 85-86, quand Coluche a lancé les Restos du Cœur, c'était un dispositif d'urgence qui servait 8,5 millions de repas. En 2016-2017, 130 millions de repas. Bon, on a entendu les associations parler. Moi, je pose juste une question. Quoi. Ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où? Est-ce qu'on est capable de penser collectivement autre chose que d'urgence? On a une troisième info. On avait un RMI qui était à sa création à peu près 80% du SMIC. Il est aujourd'hui pas plus, enfin 50 ou 60, on peut donner les chiffres, voilà. Donc encore une fois, il y a une stigmatisation, une dévalorisation des personnes. Je renvoie, s'il y en a qui lisent le journal, à l'article de Thomas Piketty dans Le Monde ce week-end, qui dit il y a trois choses à faire immédiatement, un revenu universel, une garantie de l'emploi. Voilà, les économistes quand même, on voit qu'on va vers des solutions. Donc là, je suis en train de parler, et dans tous les cas, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bien commun? Et l'alimentation, de mon point de vue, c'est un bien commun, je vais en parler après dans les idées et les projets qu'on a. Quatrième point qui est important, je prends des points d'actualité. Il y a eu des subventions dans le plan stratégie pauvreté. L'urgence, donc la majorité des montants qui ont été donnés, c'est à des dispositifs d'urgence. Donc il faut bien savoir qu'au niveau associatif, l'urgence a été déléguée de façon permanente au tissu associatif, qui est un peu le seul capable d'amortir les chocs. Parce que humainement, on l'a vu, les associations, elles font du relationnel. Et c'est ça qui amortit le choc. Mais est-ce que c'est normal que dans un pays moderne,
ce soit délégué à un tissu associatif. Non, c'est pas normal de mon point de vue, et en plus, si on l'aidait, mais non, on lui met des bâtons dans les roues. D'accord? Je renvoie aussi à quelques articles qui sont intéressants. Il faut avoir les grandes masses, les grands chiffres en tête. Hein. La fraude fiscale dans ce pays, 80 milliards, la fraude sociale, 30 millions. Hein, c'est les chiffres de la CAF et du gouvernement. Pour qu'on sache où on est. Donc, il y a un transfert de la responsabilité sans débat démocratique. Et c'est ça qu'on interroge aujourd'hui en disant, mais il y a des biens communs. Il faut qu'on re-questionne politiquement ce qui se passe. Alors, les idées, les projets. Nous, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à reconstruire. On a tous dans notre portefeuille, je pense, cette petite carte qui s'appelle une carte vitale. Moi, je renvoie aux excellents travaux, par exemple, d'Ingénieurs sans frontières, qui a fait un travail sur une carte vitale, une carte alimentaire, et qui dit, en fait, l'alimentation, bien se nourrir, se soigner, c'est un bien commun. On devrait tous pouvoir manger correctement, qui qu'on soit. Sans stigmatisation, parce que quand je suis obligé de justifier d'un statut dans une association ou de demander un panier repas, il y a aussi quelque chose qui est difficile. Donc une carte, on pourrait très bien sur cette carte dire, ben, en fait, elle est en priorité dans le magasin du coin, eh ben, ce sont des producteurs locaux qu'on va faire travailler. Donc on a bien été capable de penser collectivement une assurance pour garantir notre santé. Nous on dit on est capable de produire un bien commun qui est l'alimentaire. Et Aurélie l'a évoqué, mais je crois qu'elle est partie, qui est même en amont de la santé. Parce que si on travaille sur ces questions-là, sans doute qu'on réduirait ça. Je rappelle encore que le budget de la CMU, je ne sais pas si vous le savez, par rapport au budget de la Sécu, c'est minime, c'est 0,5%. Hein, donc je suis toujours en train de parler de choses, il y aura peut-être un débat, mais il va y avoir un débat. Finançable. Hein, voilà. C'est intéressant de voir que quand même la question de la sécurité sociale de l'alimentation, Patrick l'a évoqué rapidement, elle a fait son entrée dans le débat avec la loi climat et résilience, qui est bon, derrière l'écran de fumée, il y a quand même des choses qu'on arrive à faire discuter. Et je pense que ça viendra. Il y a quand même un point qui est très important aussi. À mon avis, qu'on n'a pas encore parlé, c'est pour ça que j'essaie d'ajouter des nouveaux points, c'est que on a un système agro-industriel qui, pour maximiser son profit, est en surproduction constante, permanente. Et ça, il faut bien avoir conscience que c'est une décision industrielle. Et qu'est-ce qu'on va faire les associations? C'est à gérer les surplus. Et encore une fois, les plus pauvres et les plus précaires sont la variable d'ajustement du système. Je vous renvoie encore à un excellent bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Russe de riche et qui dit en fait mais comment le système capitaliste aujourd'hui cherche à investir l'économie sociale et solidaire, parce que comme ils sont très attaqués sur leur façon de faire, ils disent ben maintenant on va aller vers l'économie sociale et solidaire puis on va se racheter une bonne conduite. Mais non, c'est pas normal qu'un système agro-industriel produise des déchets qui soient consommables. Quand même, il faut interroger ça, il y a un problème. Alors là, je renvoie à Ingénieurs sans frontières, ils ont fait un travail qui est très très chouette. Alors sur les expérimentations locales, donc nous, enfin, on parle beaucoup quand même de ça, c'est quelque chose qu'on défend, la sécurité sociale et alimentaire. Sur le local, monsieur le maire d'Alénia en a parlé tout à l'heure, nous on fait un constat, c'est que les familles les plus précaires, ce sont les premières victimes de la dégradation de l'environnement, des conditions climatiques. C'est pourtant elles qui ont souvent un savoir-faire important en matière de récupération, de recyclage, etc. Quand j'entends dire il faut apprendre aux gens à gérer leur budget, moi je mets au défi n'importe qui de gérer son budget avec 500 € par mois. Hein. Exactement. Hein, donc ça veut dire que en fait, les familles, elles ont une compétence, un don pour le recyclage, pour la récupération. Il ne faut pas apprendre à les familles à réparer ou récupérer des objets, souvent. Hein. Ça fait longtemps qu'elles font, elles n'ont pas le choix. Et donc, on lance à Alénia, là, on est soutenu par la commune, une école de la transition écologique pour permettre aux jeunes de s'approprier les questions et se dire, ben voilà, comment on peut devenir aussi, comment les compétences qu'on a, on peut les mettre en œuvre dans notre vie pour être autonome. C'est sur le principe des écoles de production, et pour vous donner un exemple, on a mené avec le mouvement une expérimentation que moi je trouve assez parlante.
à Dole, dans le Jura, dans une école de production. On était en contact avec des familles de gens du voyage, des gamins du gens du voyage, à 12-14 ans, sur la question du recyclage des pneus, des métaux, etc. Vous leur apprenez rien, hein. C'est des spécialistes. Hein. Et donc on est parti de ces familles avec qui on y vivait, et on leur a dit, ben voilà, à partir de ça, vous avez un savoir, une connaissance, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on a construit une école de production. Aujourd'hui, ces jeunes, en rentrant dans l'école, ce qu'on essaie de donner, c'est un peu de savoir mathématiques, des ateliers philosophiques, une autre pensée, une ouverture. Mais sur la question technique, la formation et le titre qu'on délivre, eh bien, ils sont capables après de bosser dans des garages, d'être mécaniciens, etc. Donc, c'est pas descendant, c'est partant de leur savoir comment on peut trouver une place. Et ce qu'on va essayer de faire à l'ENIA, c'est une école de la transition écologique où des jeunes, dans des parcours un peu chaotiques, vont pouvoir s'approprier et mettre en œuvre leur savoir. Donc ça, c'est très concret. Et puis, pour terminer, une dernière expérience qui s'appelle Aujourd'hui qui sont demain, qui est menée par le mouvement Télécarmonde, encore une fois, dans l'idée d'expérimenter pour construire. Donc on a des gens du mouvement qui vont venir vivre dans les quartiers avec des familles, et puis qui vont expérimenter, qui vont voir comment des familles, en soutenant la parole et en soutenant leur pratique, on peut vivre des choses, on n'est pas en train de dire qu'on va réussir, mais comment on peut expérimenter quelque chose, et à partir de cette expérimentation, peut-être un jour construire quelque chose qui va devenir un peu plus gros, et qui peut-être un jour investira tout le territoire national. C'est notre façon de faire, c'est d'expérimenter, faire confiance aux personnes. En tout cas, moi, ce que je vis, c'est qu'on est dans un mouvement qui, depuis 60 ans, a fait bouger les lignes de la société, alors que c'est des personnes sur qui jamais personne n'aurait misé 1 euro. Pour terminer avec humour, je dis toujours, le Titanic a été construit par des professionnels, hein, et l'Arche de Noé par des amateurs. Voilà. Donc, alors simplement, je rappelle que la carte vitale, c'est pas de l'assurance, c'est de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est pas pareil. Hein, c'est une autre construction qu'une construction assurantielle. Mais c'est pas avec, pour la polémique, mais c'est pour remplacer les choses. Hein, la Sécu, c'est une conquête et malheureusement aujourd'hui, on est en train de nous la démolir pas à pas. Alors, c'est Mathilde. Oui, c'est ça, Mathilde Gabriel pour Andes, un deuxième volet de l'activité. D'Andes, oui, merci beaucoup. Merci de nous donner la parole du coup à Andes. Donc, je suis Mathilde Gabriel, j'anime le réseau des épiceries solidaires en Occitanie. Et je vais revenir un petit peu rapidement sur voilà, le modèle des épiceries solidaires et notre actualité d'aujourd'hui. Donc, le modèle en fait, que nous défendons d'épicerie sociale et solidaire est un modèle d'aide alimentaire participatif où les personnes viennent faire leurs courses librement dans ce qui ressemble à un petit commerce de proximité, payent une participation financière de leurs produits et sont accompagnées par des bénévoles ou des salariés sur un projet. Donc elles accèdent en fait dans ce magasin sur des critères financiers mais aussi de projets. Donc ça peut être rembourser un prêt, financer l'achat d'un véhicule. Et en fait, le public qui va être accueilli dans les épiceries solidaires, ce sont des personnes qui peuvent être donc, salariés, précaires, des familles monoparentales, de plus en plus, comme il a été dit, des étudiants, des personnes retraitées, qui n'ont pas forcément accès dans les structures d'aide alimentaire de type colis d'urgence et qui viennent en fait dans les épiceries solidaires pour être accompagnés et pour justement ne pas tomber, on va dire, dans l'extrême pauvreté. Donc c'est un peu un tremplin, une épicerie solidaire où on va rester pendant un temps et on va pouvoir également trouver, au-delà d'une aide alimentaire, un accompagnement et des activités, des sorties, des visites, en ce moment qui sont un peu mises à mal dans le cadre de la crise sanitaire, mais qui sont essentielles pour voilà, permettre aux personnes aussi de recréer du lien social et renforcer aussi l'estime d'elles-mêmes qui peuvent être, on sait, fragiles dans des moments comme ça de vie difficiles. Le gros enjeu aujourd'hui pour nous également, et ça a été dit, très bien dit tout à l'heure par le Secours populaire, c'est comment faire pour pouvoir favoriser cette alimentation de qualité qu'on prône avec le fonctionnement de l'aide alimentaire, comme on l'a dit, hein, la dépendance que nous avons avec les dons, que nous ne choisissons pas forcément la qualité des produits, etc.
Donc c'est vraiment comment permettre de donner accès à une alimentation de qualité avec ces contraintes. Et il ne suffit pas de mettre dans les rayons des produits pour que les personnes puissent s'en emparer. Il y a aussi tout un côté sensibilisation, pédagogie et pouvoir aussi s'appuyer, en fait, avoir la capacité de s'appuyer sur les ressources des personnes qu'elles, comme vous le disiez, mettent en œuvre dans leur quotidien, sur comment bien cuisiner, etc. Donc là, en DES, nous développons en fait depuis la crise notre activité d'accompagnement. Nous avons reçu des financements de l'État, des institutions, également des financements privés pour accompagner à la création de nouvelles épiceries solidaires. Il y a différents types de modèles en fait, qui se dessinent. Des épiceries fixes, également des épiceries itinérantes qui vont être plutôt implantées en milieu rural. Et pour ça, on a également des financements pour réaliser un état des lieux, finalement, sur les besoins concrets sur les territoires. Et pour ça, on a besoin d'être en lien avec les acteurs associatifs et les acteurs institutionnels pour connaître au niveau local quels sont réellement les besoins pour pouvoir y répondre et s'inscrire dans cette démarche de réponse aux besoins. Donc actuellement, en Occitanie, on accompagne 10 épiceries solidaires à leur création et on est à la recherche. Donc voilà, c'est un peu un appel, comme le disait tout à l'heure mon collègue, à de nouveaux porteurs de projets qui en fait viennent vers nous en répondant à un appel à candidature sur notre site internet et avec qui on prend contact par la suite pour voir plus en détail quels sont leurs besoins. Et l'accompagnement qu'on propose est vraiment du coup sur mesure et comprend également un financement, donc comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, de 15 000 € pour des épiceries itinérantes et de 2 000 € pour des épiceries fixes pour les premiers investissements. On est sur le sujet de l'innovation. On voit également apparaître de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitent développer ce qu'on appelle des épiceries mixtes, donc qui vont accueillir toute personne, des personnes qui sont socialement orientées, qui ont des problématiques financières et qui vont payer, on va dire, 10 à 30% des produits, et tout un chacun qui n'a pas de difficulté et qui va payer 100% en fait, du prix. L'idée, les valeurs en fait, de ce modèle d'épicerie mixte, ça va être de favoriser la mixité sociale et de trouver aussi d'autres modèles économiques pour financer un projet social. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Très bien. Écoutez, on remercie les 5 personnes qui sont venues présenter des projets. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de participer, c'est d'aller à un échange, soit sous forme de questions, en réaction, disons, à des choses qui vous ont été présentées, ou vous-même présenter des choses, puisqu'il y a d'autres acteurs dans la salle. Je pense au restaurant Liam, associatif, peut-être que je ne l'intitule pas comme il faut, mais vous rectifierez. Et puis d'autres acteurs aussi, notamment, vous êtes sur plutôt les As, quoi, en distribution. Bon, voilà, alors écoutez, la parole est à vous, prenez-la, vous pouvez soit témoigner, soit échanger, vous pouvez venir là, ou le micro peut, je crois qu'il y en avait un micro qui se baladait, ben voilà, il y a un micro qui se balade, donc à vous la parole. En fait, vous m'entendez, ouais. Alors, j'ai entendu pas mal de choses intéressantes. Juste pour présenter rapidement le projet qu'on porte, nous, si on est 3 à porter ce projet-là. En fait, on est une cantine associative et solidaire qui est basée sur Perpignan, qui s'appelle Miam Collectif. On existe depuis 2018 et la cantine a été ouverte en janvier 2020. Voilà, on a connu une année difficile comme tout le monde. On a essayé de répondre aux besoins des personnes qui sont nos adhérents et nos adhérentes de la manière la plus sensée possible. En fait, dans le modèle que nous on porte, c'est un modèle de mixité sociale, c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde de manière inconditionnelle, on ne demande aucun papier.
On propose des repas végétariens à prix libre, produits à partir de marchandises de récupération, donc fruits et légumes, c'est des repas végétariens. C'est vrai que nous, on s'est fixé un petit peu une feuille de route en restant seulement sur des produits bio de saison, possiblement sourcés. Effectivement, notre problématique, c'est que comme on veut faire de la récup, comme on veut faire des repas accessibles à tous, donc à prix libre, on est obligé de récupérer des marchandises gratuites, donc auprès de grosses entreprises. Pour nous, c'est essentiellement la Biocoop. On a fait le choix de se retirer des gros réseaux de la bio, de la distribution bio, parce qu'on récupérait des courgettes en hiver et des aubergines et ça ne nous convenait pas. Donc c'est pas ce qu'on voulait porter en termes d'image en fait et de sensibilisation aussi à l'alimentation. À côté de ça, nous, on finance en fait notre projet essentiellement en autofinancement et aussi avec des aides publiques. En autofinancement, le fonctionnement, c'est que les personnes qui ne sont pas en difficulté financière mettent au minimum 7 € pour permettre aux autres personnes de se restaurer. Voilà. Nous, vraiment, ce qu'on porte, c'est proposer aux gens de venir manger quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est bien fait. Je veux dire, le repas que vous mangerez au Miam, je ne dis pas que c'est un repas gastronomique, mais en tout cas, c'est ce que vous pourriez manger dans un restaurant quand vous décidez de sortir pour vous faire plaisir, quoi. Et ça, c'est pour nous quelque chose qui est important. On parle du droit à une alimentation digne, pardon. Pour nous, c'est très important. Par contre, moi, j'ai conscience que nous, on vit aujourd'hui sur ce qui est laissé par le capitalisme, en fait, hein, parce qu'on ramasse les déchets qui ne sont pas consommés dans ces magasins qui sont, mine de rien, réservés à une élite sociale. Moi, personnellement, ça me pose problème, même si on en fait du beau, du bon, et qu'on en fait de la mixité sociale, et qu'on produit un lieu qui est porteur de sens, qui n'a pas fermé pendant les confinements. On a essayé de maintenir ce lien, d'accueillir des bénévoles, etc. Moi, pour moi, c'est une problématique. J'entends des choses intéressantes quand on parle de ferme municipale, quand on parle de remettre du local, etc. Après, nous, on n'a pas voulu... si, on travaille parfois avec des producteurs locaux qui nous donnent des choses, mais nous, on sait que si on ne les paye pas, on les met en difficulté aussi. Donc, s'ils le font, c'est par générosité, et on les remercie pour ça, mais en réalité, ça fait partie de nos problématiques. On aimerait avoir un modèle plus vertueux. Par quoi il passerait, c'est dans des discussions comme ça qu'on peut éventuellement le faire avancer, se retirer progressivement de la grande distribution pour aller plus vers des projets menés main dans la main avec des acteurs qui voudraient remettre du sens dans les filières. Je ne sais pas si des personnes ont des questions sur notre projet ou voudront rebondir à comment on pourrait se relier ensemble pour sortir de ces systèmes qui sont effectivement mortifères. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos prises de parole. Quelqu'un d'autre? Alors, qui souhaite intervenir ou poser des questions, hein, pas simplement... Donc, je suis Nicolas Rideau, je suis membre du bureau de l'UCGP 66 et je ferai deux parties dans mon intervention, une pour la CGT et finalement une autre parce que je suis aussi le président des Jardins familiaux de Calestany, donc je suis sur les solutions. C'est vrai que tout à l'heure on évoquait les étudiants, mais c'est vrai que nous on est tous d'accord ici dans cette salle, mais c'est pas ce qui est porté, c'est pas ce qu'on entend au niveau national. Depuis le début de la crise, on nous dit oui, les pauvres étudiants, en fait, ils peuvent plus travailler. En fait, le postulat de départ, il est erroné. Un étudiant, il ne doit pas travailler. Voilà, un étudiant, il doit faire ses études, avoir les moyens. Voilà, donc une allocation qui lui permette de faire des études sans être obligé de travailler pour les financer. Et la problématique, elle est là, c'est-à-dire qu'on a actuellement un système qui bascule encore plus vers le système américain, je dirais, puisqu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont obligés aussi de faire des prêts pour entrer, pour faire des études dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs, etc. Donc on se retrouve avec des jeunes qui sont dans la précarité dès le début, avec des prêts avant même de commencer à travailler. Et c'est vrai que cette problématique, on est tous là aujourd'hui, on ne devrait pas y être, on est tous d'accord. On y est parce que la précarité, les contrats précaires, les bas salaires maintiennent une grande partie de la population dans la difficulté.
Et ces gens-là sont obligés de, forcément, ils n'ont pas le choix. On a entendu tout à l'heure le choix, ben oui, quand on est dans la précarité, on n'a pas le choix de choisir son alimentation, de savoir qu'est-ce qu'on va manger, comment on va l'acheter, est-ce qu'on va prendre des produits bio, pas bio, mais là, le choix il est déjà fait. Voilà. Et tout à l'heure, Patrick Caz évoquait aussi la problématique des agriculteurs. Ben, c'est vrai qu'il y a 50 ans, les agriculteurs, ils avaient tous une partie de leur production ou un petit jardin qui leur permettait de vivre aussi à côté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et l'agriculture industrielle, finalement, elle a détruit toute cette agriculture traditionnelle qui existait et qui permettait aux agriculteurs de vivre. Et ça, c'est aussi une des problématiques. Puisque c'est vrai qu'on n'est pas, pour l'instant, on n'a pas encore gagné sur tous ces combats-là. Alors effectivement, il faut qu'on propose des solutions à court terme, je dirais, qui dépassent en fait nos propositions revendicatives. Mais c'est vrai qu'à court terme, comment on fait pour aider ces gens et ces collègues qui sont dans des situations de précarité importantes. On n'a pas évoqué, c'est pour ça qu'en tant que président des jardins familiaux de Cabestany, je voulais intervenir parce que c'est vrai que je faisais un peu le lien, on avait discuté avec le Secours populaire à Cabestany, mais c'est compliqué à mettre en place rapidement, donc c'est à travailler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Moi, depuis la crise sanitaire, je n'ai jamais été autant contacté pour des demandes de jardin. Voilà, donc à Cabestany, c'est limité, donc la mairie a acheté de nouvelles parcelles pour envisager une extension. Mais c'est vrai que la crise a fait prendre aussi conscience aux gens qu'on pourrait peut-être arriver à produire pour pouvoir en vivre. Donc ça, c'est quand même, je dirais, une démarche qui a un peu plus évolué. Après, il y a des mairies, il y en a une dans le Var, tout le monde à peu près, je pense ici, a vu le projet qui a fait un jardin pour la commune. Donc un jardin pour alimenter sa cantine scolaire. C'est une mairie qui n'est pas de gauche, hein, voilà, donc, et ça fonctionne. Alors, quand on discute avec les élus, ils voient souvent ça comme un coût. Ça fait sourire parce qu'il y en a certains qui ont perdu la notion de service public. Parce que pourquoi ce ne serait pas un service public? Et pourquoi la mairie, les mairies, les collectivités locales ne rentreraient pas, je dirais, dans ces projets-là en disant mais pourquoi on ne ferait pas un jardin qui pourrait servir effectivement à la cantine? Et pourquoi je dirais, on ne produirait pas un peu plus pour justement permettre aux associations de ne pas forcément aller chercher dans les grands groupes, je dirais, l'aide alimentaire, et ça serait des solutions. Ça fonctionne pour une mairie qui est en autosuffisance dans le Var. Ici, on a beaucoup de villages qui ont des cultures possibles et l'agriculture possible sur leur terrain. De très très nombreuses friches, puisqu'on vous savez tous que la viticulture est en grande crise et il y a de moins en moins de vignes, et donc il y a beaucoup de friches. Et c'est vrai qu'il y a quelques communes au moins dans le département qui ont des réflexions sur ces friches-là, mais la réflexion elle devrait être globale sur le département, sur la région, sur qu'est-ce qu'on fait de ces friches et comment on peut répondre justement à cette urgence alimentaire en les utilisant et comment on y travaille en tant que service public et pour répondre aux besoins des populations. Oui. Et justement, je rebondis sur votre intervention et d'où l'intérêt pour la ville d'Elne, notre projet sur la ferme municipale. C'est justement, ça va avoir deux sens, c'est-à-dire favoriser le circuit court, la reconquête des friches, et en plus, au niveau social, il se rajouter aussi le lien social, puisque l'échange et l'intergénérationnel va venir intervenir aussi sur ce travail-là, justement, le lien social et la reconquête des friches, l'alimentation, le circuit court, et travailler en lien avec les PAD et la cantine municipale. Et justement, d'y intégrer les enfants des écoles et pouvoir vraiment travailler sur la terre et tout ce qui est sur la terre même, de notre région. Merci, moi je me suis inscrit. Au niveau de la diversité je trouve que ce qui est intéressant, c'est la diversité des échanges et des expériences qui sont présentées aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une réponse unique. On voit bien qu'il y a des différentes situations des publics auxquels nous nous adressons, enfin, que vous vous adressez et nous nous adressons.
et il y a un enrichissement mutuel à avoir à ces échanges. Et c'est peut-être un point que l'on peut déjà, disons, mettre sur la table, c'est de se dire qu'il faut essayer de renouveler des occasions comme ça, de se revoir, de pouvoir continuer à échanger et voir s'il y a des possibilités de construire des choses, notamment par des mutualisations. Parce que moi, ce qui me surprend parfois, et peut-être, alors là je pose une question indirectement, par exemple, sur la plateforme Solad, c'est comment cette circulation de l'information a lieu, par exemple, entre le monde de la production et les plateformes qui redistribuent. Comment entre les plateformes qui redistribuent et les utilisateurs finaux. Enfin, voilà. Et après, moi, je voulais aussi insister sur la question de la mutualisation et de l'innovation, parce que on a un danger quand même qui nous guette, c'est aujourd'hui la façon dont on technocratise l'action sociale et l'intervention aux côtés des associations et des populations. Je vais prendre un exemple, je suis administrateur CGT à la Caisse d'allocation familiale, à la fois localement et nationalement. Aujourd'hui, la CNAF a perdu les capacités d'intervenir d'un point de vue de l'humain sur l'action sociale. D'abord parce qu'il y a un manque d'effectifs, il y a 9 travailleurs sociaux, si tu me parce qu'il y a quelqu'un qui les encadrait, enfin qui avait des fonctions d'encadrement dans ce service il n'y a pas si longtemps que ça, donc je crois qu'on est à 8 ou 9 maintenant, donc évidemment c'est extrêmement restreint, mais dorénavant par exemple, et le cas n'est pas spécifique au PO, l'intervention se fait aujourd'hui, c'est de la action sociale, c'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de travailler avec des projets humains concrets, avec des partenaires, mais on sélectionne dans des fichiers des gens d'après leurs caractéristiques de ressources, de composition familiale, etc. Et on donne de l'argent, parce qu'on n'est plus capable de monter un projet avec ce que ça signifie, de temps à y passer, de construction, etc. Pour vous donner 2 exemples, on avait réussi à obtenir en début de crise au niveau national 50 millions d'euros pour des aides individuelles qui pouvaient répondre à l'urgence, c'est-à-dire quelqu'un a besoin de quelque chose, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas y expliquer qu'avec 500 balles, on ne va pas y expliquer la vie. Bon, à un moment donné, il faut lâcher un peu d'argent pour aider les gens. Et bien, sur ces 50 millions, on n'en a pas utilisé la moitié. On est compte, on n'en a pas utilisé la moitié. On a rendu 27 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés. C'est vrai au national, mais ça se déclinait localement. Donc, y compris dans les Pyrénées-Orientales, on n'a pas utilisé ce pognon. Et avec même, comme ce qui a été dit, il ne faut pas en parler, parce qu'on ne sera pas en capacité d'instruire les dossiers. C'est quand même extraordinaire. On débloque de l'argent, on dit, mais surtout n'en parlez pas, parce que si jamais on en parle, donc ça crée quand même des problèmes d'inégalité entre les allocataires. Pourquoi certains on va les aider, pas d'autres? Parce que c'est incroyable. Et donc on a besoin de remettre de l'humain dans ces choses-là, de la fluidité dans l'information. Enfin, je crois qu'il faut revenir à des choses, en tout cas il faut qu'on ait des efforts. Et on vient d'avoir les dernières statistiques là, sur l'emploi dans les CAF. Le premier secteur qui est en perte d'emploi, c'est le secteur de l'action sociale. Et ça, on l'avait prédit, enfin, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le budget unique de gestion. On a supprimé maintenant le budget qui était spécifique à l'action sociale au niveau des personnels. Il arrive ce qu'on avait dit, c'est-à-dire c'est là où il y a le plus de pertes d'emploi cumulées au niveau de l'institution. Je crois que Patrick, tu m'avais demandé la parole, pardon, et après Marjorie, puisque... Mais allez-y. Oui, si, je vous en prie. Trop de galanterie. Ah, mais non, ne le prenez pas mal. Pas du tout. Je réponds à la question qui a été posée. Moi, je pense que, vu qu'on est sur le thème de l'innovation, Solal en elle-même est une innovation sociale parce qu'on met en lien les donateurs et les associations d'aide alimentaire. Alors, par mail ou par un coup de téléphone, mais via aussi par une application qu'ils utilisent soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur. Et je reprendrai les mots de mon président quand on a créé l'association en septembre 2020, qui disait il est important de savoir remettre de l'humain au cœur de l'humain, parce que la solidarité, c'est du lien social, on le dit depuis tout à l'heure. Et je pense que les opérations que l'on compte faire, malgré la crise sanitaire, mais faire visiter des épiceries solidaires aux agriculteurs, etc., je pense qu'il est très important aussi de montrer la valorisation des produits, de se faire rencontrer les personnes aussi, parce que c'est important quand aujourd'hui on peut échanger et on peut trouver des solutions autour de certaines thématiques. Donc je pense que le lien social entre, alors pour ma part du coup les donateurs et les associations d'aide alimentaire est très important et qu'il faut qu'on le garde en tout cas et qu'on le développe en Occitanie. D'accord. Je finirai là-dessus pour moi. Moi, juste un mot pour rebondir à ce que tu as dit, Michel. Tu peux dire 2 mots. 2 mots. Sur la... C'est déjà fini.
sur la possibilité de nous revoir. Moi, je pense qu'il est important qu'on le fasse. Parce que sinon, si jamais on ne se fixait pas un calendrier, ou si, j'en sais rien, il faut qu'on le décide ensemble, mais si on s'arrête là, moi, je sais pas, moi, je risque sincèrement d'être frustré. Parce que c'est un objectif quand même, aujourd'hui. Moi, si j'ai pris la parole et si je représente la région, je n'ai pas représenté la région en l'air comme ça. Moi, j'ai repris la préface de ma présidente Carole Delga, qui dit à la fin, qui a préfacé un livre de Dominique Paturel, que monsieur, vous devez connaître, qui a fait un livre, un entretien qui s'appelle Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de l'alimentation. Si j'ai saisi ça, c'est que ma présidente, elle dit, l'enjeu, à la fin de ce, je vous le livre pas tout, l'enjeu est clair, que chacun accède à une alimentation saine et de qualité, car comme l'éducation et la santé, elle est la base de notre citoyenneté. Alors je sais que là, en ce moment, on est en, comment ça s'appelle, un bouillonnement politique, électoral et ainsi de suite, mais mis à part ça, on ne pourra sortir de cette situation que par une réponse politique. La problématique de la santé, quand elle s'est posée après-guerre en 1947, quand un ministre communiste a dit je vais faire la sécurité sociale, ça ne lui est pas devenu de la lumière. Il n'y a pas la lumière qui est tombée sur lui. Ça veut dire que ça correspondait à un moment, parce qu'il y avait une nécessité, il y avait un besoin. C'est qu'il y avait un problème tel de santé au niveau et tel de sécurité sanitaire au niveau de notre pays qu'il a germé, et cette sécurité sociale, elle n'a pas germé que dans la tête d'un communiste, elle a germé dans la tête de plusieurs personnes d'horizons différents. Et c'est le cas, entre guillemets, un peu aujourd'hui, puisqu'on a des visions, je pense, et c'est bien qu'on a des visions différentes, mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que l'alimentation ne peut pas être laissée de côté. Et à un moment donné, quand on parle de l'agriculture intensive, quand je suis un responsable régional, je suis élu, je sais très bien que moi, derrière, quand je dis comment ça s'appelle, l'agriculture intensive, l'agroalimentaire, M. Ratouille parlait de la fabrication de déchets, je sais qu'en région Occitanie, c'est 166 000 salariés. Ça veut dire du jour au lendemain, je ne peux pas dire à ces salariés, mais stop, on arrête. Je ne peux pas dire à des agriculteurs qui se sont mis dans la culture intensive, stop, on arrête. L'agriculture et tout le système alimentaire est comme un bateau. À un moment donné, pour qu'il prenne un virage, il faut qu'on le réfléchisse bien en amont. Et on est, je pense, en ce moment, à la conjonction politique, économique, idéal. On est dans cette conjonction. Si on ne fait pas, à un moment donné, une agriculture plus vertueuse, une distribution agroalimentaire plus vertueuse, qu'est-ce qu'on va laisser réellement à nos petits-enfants, voire à nos enfants? C'est ça. Donc moi, je rebondis, et après, c'est dommage que les institutions ne soient pas là, toutes les institutions ne soient pas là, parce qu'on ne pourra le faire que si les institutions se parlent, mais réellement. Et qu'on s'apercevra bien vite qu'à un moment donné, c'est d'économie qu'on va parler. C'est d'économie qu'on va parler. On ne peut pas faire vivre une agriculture si l'agriculteur ne peut pas vivre dignement de sa production. On ne peut pas dire à un moment donné de baser une production alimentaire si on doit fabriquer, à un moment donné, si l'agriculteur doit intégrer dans sa production qu'il y a une partie qui ira, entre guillemets, ou aux déchets, ou à la distribution pour l'aide alimentaire. C'est impossible. C'est-à-dire que le gars, je le caricature, qui a 1 hectare de fraises, il ne va pas dire, mais tant de sillons, ça sera pour ramener la maison pour faire vivre ma famille. Si j'arrive à vendre les 2 sillons, eh bien, j'achèterai ou ou je vivrai mieux. Et si on ne me les achète pas, eh bien, ça ira à l'aide alimentaire. C'est impossible. Il faut qu'on arrive à faire péter ce plafond de verre. On ne peut pas gérer une alimentation en faisant, à un moment donné, en jetant. Par contre, on peut fabriquer une agroalimentaire en faisant parler toutes les institutions. On ne s'en sortira pas, il n'y a
pas un bon modèle, un autre bon modèle, il faut que tout le monde se parle. On ne sortira pas non plus à nourrir la planète, on sera 7 milliards et quelques plus tard, si à un moment donné on ne parle pas de massification des produits. On ne s'en sortira pas. Il faut nourrir des gens. Donc à un moment donné, il faut étudier toutes les comment ça s'appelle, les possibilités. Il y a l'agroforesterie, il y a des choses qui sont... Il y a la permaculture qui peuvent être comment ça s'appelle, des choses de plus proches. Tout ça, il faut conjuguer ça. Oui, il faut de la mondialisation. Oui, il faut de la mondialisation. Mais il faut de la mondialisation humaine. Humaine. Et on ne peut pas, à un moment donné, notre siècle ne pourra pas être une... Non, on ne peut pas. On est au bout. Alors, quand je dis, et je le paraphrase le jour d'après, je le fais exprès, parce que moi, je souhaite que nous créons un jour d'après. Autre intervention. Oui. Non, mais moi, en fait, c'était les interventions avant et la vôtre qui me font penser à des choses. Là, en fait, certains sont élus, certains ont des responsabilités dans des mairies. À un moment donné, ce qui est possible aussi, c'est de relocaliser les contrats au niveau des cantines scolaires, au niveau des EHPAD, au niveau de cantines solidaires qui peuvent aussi être installées dans les mairies. Enfin, je veux dire, ça, c'est possible. De couper un petit peu avec les gros groupes et de reproposer à des agriculteurs locaux des contrats. Alors après, vous allez me dire, il manque de surface. Et bien voilà, on arrête d'artificialiser aussi autour des communes, parce que ça, c'est un sport collectif dans le département. Et puis, on met des champs à la place et on propose à des personnes de s'installer en agriculture. Enfin, il y a plein de gens qui en rêvent. Je veux dire, moi, je suis diplômée, j'ai eu un master. Le nombre de gens autour de moi qui ont plus du tout envie de faire des bullshit jobs et ont envie de cultiver la terre, font des CAP, ont envie de faire quelque chose, de s'investir, de s'impliquer pour changer les choses pour la planète aujourd'hui, quoi. Donc en réalité, si je vous dis ça, c'est parce que moi je le sens profondément. Et voilà, en fait, vraiment il faut travailler à arrêter ces synergies mortifères en fait qui entourent nos territoires parce qu'on est enserré dedans et il y a plein de petites communes qui l'ont fait, de remettre du bio dans les assiettes de leur cantine, de remettre des chefs cuisiniers. Moi, je peux vous donner des chiffres après de combien ça coûte de faire travailler 3 personnes pour en nourrir une centaine tous les jours. Il n'y a aucun problème. Donc, on peut aussi parler de ça très concrètement. Voilà. Oui, d'ailleurs, je pense que un des aspects aussi intéressants de nos échanges, c'est qu'on s'aperçoit que les acteurs de terrain, eux, ont commencé cette démarche de reconstruire. Moi, les institutions, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elles soient très à l'écoute de ces choses-là, mais effectivement, il y a des démarches par les gens sur le terrain qui font qu'aujourd'hui, il y a des solutions alternatives qui se mettent en place. On en connaîtra rapidement des limites, mais justement, ça permettra aussi de les porter certainement à un niveau supérieur. Et il y a un autre aspect aussi qu'on peut évoquer, auquel nous sommes attachés, parce que nous sommes des syndicalistes et qu'on représente les salariés dans les entreprises, c'est aussi comment les salariés dans les entreprises, il faut qu'on leur laisse plus de droits, de façon aussi à pouvoir dire leur mot sur la façon dont on produit et la façon dont ça se passe dans les entreprises. Parce que, bon, là, on a invité un certain nombre, mais on n'a pas toujours les heures de délégation qui permettent à nos camarades de pouvoir se déplacer. Mais s'il y avait là des gens de la grande distribution, ils vous diraient comment ça se passe, quand ils vont béner les produits, et qu'encore aujourd'hui, il y en a qui préfèrent les détruire que de les partager. Ils peuvent vous dire aussi les difficultés qu'il y a en entreprise pour pouvoir dire que telle ou telle production, on ne comprend pas comment on continue à le faire, alors que manifestement, on pourrait réorienter vers d'autres produits, etc. Enfin, il y a vraiment des choses... Et là, on a des progrès considérables à faire qui sont liés aux droits des salariés aussi dans les entreprises. Je crois que James. Ouais. Je rejoindrai Patrick sur certains points, c'est-à-dire que je suis second populaire comité de Cabestany, et j'ai plusieurs casquettes, mais une seule tête sous la casquette, et c'est toujours la même. Et tout à l'heure, on parlait d'utopie. Je pense qu'effectivement, on est dans une utopie. Hein, et moi, je souhaite consacrer la retraite à ça. C'est à se lancer dans une entreprise d'autodestruction. Hein, c'est-à-dire nous faire disparaître tous, associations qu'on est ici, je dis quelquefois Aurélie, hein, en éliminant la précarité. Je pense que le but suprême, c'est qu'on n'existe plus en tant qu'association et qu'on se consacre à d'autres projets
aussi important et qui ne soit pas de la lutte contre la précarité. Et ça, je pense que c'est un point important et qui nous réunit. Et je pense que face à ça, toutes les initiatives sont importantes. Hein. Et là, je rejoins aussi Patrick dans son intervention. Je pense qu'il faut éviter toute exclusion. Quand tu parles de jardins, de communes qui peuvent faire des jardins familiaux, je suis entièrement d'accord. On a aussi un projet au niveau de Canestani de travailler là-dessus. Mais pourquoi pas faire appel à des agriculteurs formés pour le faire? Je rejoins ce qui a été dit, c'est que moi, je suis dans les PO depuis 5 ans. J'ai un fardeau considérable, j'ai travaillé pendant 38 ans en agriculture en Bretagne. D'agriculture intensive. Et je travaillais à la chambre d'agriculture. Voilà, j'ai tous les défauts aujourd'hui. Donc, mais cette agriculture et ces agriculteurs, ils sont importants. Ils ne demandent qu'à vivre. Et donc, moi, j'y face à des projets d'autoproduction au niveau de la commune, etc. Moi aussi, je suis favorable à toutes les initiatives, mais n'excluons personne des initiatives. Et il y a des agriculteurs professionnels qui peuvent très bien faire le travail, et si on les aidait à s'installer. C'est vrai que, comparé à la Bretagne, ici, on est dans un département de friche. Et le meilleur moyen de combattre les friches, c'est d'avoir des agriculteurs qui travaillent les terres. Hein. Et ce n'est pas au niveau associatif ou autre qu'on pourra le faire. Donc, aussi au niveau collectivité, aidons les agriculteurs à s'installer et à s'occuper de ces friches. Et ils le feront beaucoup mieux que des mouvements associatifs. Et après, permaculture, autre, mais tout le monde peut vivre dans ce monde. Hein. Et aujourd'hui, les institutions, on disait, ne sont pas là. Hein. Bon, on en a parlé avec Michel. Bon, est-ce que c'est parce que la CGT les invite qu'ils ne sont pas venus? Moi, l'expérience, la petite expérience que j'ai, puisque arrivant dans ce merveilleux département producteur de fruits et légumes en quantité, je me retrouvais dans une association qui s'appelle le Secours Populaire à distribuer des épiceries sèches et avoir très peu de fruits et légumes. C'est vrai que j'aurais pu m'orienter plutôt vers Andes. Voilà. Mais et je ne comprenais pas cette contradiction. Hein. Et donc, alors, dans mon ancien métier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Solal, de croiser Solal, sur un domaine bien différent, c'est les produits laitiers. Les agriculteurs avaient des excédents de lait et, en lien avec les coopératives et les industriels privés, faisaient impacter le lait pour le donner aux associations par le biais de Solal. C'est comme ça que j'ai connu Solal. Je les connaissais par le nom, et ce n'était pas moi directement qui travaillais avec eux. Et j'ai travaillé avec donc, la Chambre d'agriculture, qui n'est pas venue aujourd'hui, mais qui m'a fait un accueil super, qui a communiqué et qui continue à communiquer sur son site dans la newsletter pour faire connaître les dons agricoles. J'ai sollicité les coopératives. M. Puzak n'est pas là aujourd'hui, mais qui a travaillé auprès des COP. Je suis intervenu auprès des syndicats, et les 4 syndicats représentatifs des PO m'ont répondu favorablement et ont fait de l'information auprès de leurs adhérents. Hein. Donc, je les cite FDSEA, JA, Confédération paysanne, Coordination rurale. J'ai tous eu individuellement, les responsables, ils m'ont tous donné leur accord. Et donc on a travaillé en collaboration avec Solal. Ça démarre très lentement, mais aux échos que je peux avoir, c'est que 2021 sera meilleur que 2020. Et puis après, je laisse Marjorie et l'animation de Solal de faire le reste. Et donc ça montre qu'avec les agriculteurs locaux, professionnels et des COP, on peut monter des systèmes. Après, le mieux, hein,
ce serait de pouvoir leur payer leurs marchandises pour la distribuer à des gens qui peuvent payer leurs biens alimentaires. Mais en attendant, on est obligé d'avoir ces solutions. Et les agriculteurs ont un grand cœur, et quel qu'il soit. Hein. Bon, de façon anecdotique, la présidente de Solal est une ex-députée LR. Donc la solidarité n'est même pas uniquement de gauche. Hein. Donc je pense qu'il y a moyen de développer des choses. Au petit niveau, je suis allé voir le boulanger de Cabestany et je passe tous les jeudis matins lui chercher ses surplus de la veille et qu'on distribue. Le mieux, ce serait de pouvoir effectivement lui acheter 50 pains tous les jeudis matins et qu'il n'est pas soucié de ça. Alors on profite d'une petite niche fiscale, c'est la même chose avec Solal, pour permettre à ces agriculteurs d'être rémunérés, ou le boulanger, d'être rémunérés par l'aide fiscale. Ce serait quand même bien mieux de pouvoir leur acheter leurs produits pour leur permettre de vivre. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein d'initiatives. On peut travailler, mais il faut travailler avec tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas d'exclusion à avoir. Et sur l'agriculture intensive, hein, je l'ai vécu pendant 38 ans, elle a fait énormément de progrès aussi, et il ne faut pas l'exclure. On en a besoin de l'agriculture et des agriculteurs. Là. Ah mais allez-y. Bonjour à tous. Moi, je travaille au Resto du Cœur, donc je n'ai pas répété ce qu'a dit, c'est populaire, c'est ça, etc. Donc, c'est plutôt une autre réflexion que je voudrais avoir. J'avais écrit 4 lignes, je préfère les lire, c'est quand même plus facile, et je parlerai plus facilement. Le gouvernement licencie les fonctionnaires, ce n'est pas une nouvelle de 2021, mais il y a une accélération. Et depuis quelque temps, tout en apprenant des licenciements ici et là, des tâches complémentaires sont expliquées aux bénévoles. Nous devons aider plus. La CAFRE, par exemple, organise 4 journées de formation pour des bénévoles des Restos du Cœur. Je sais qu'il y a d'autres associations qui ont été touchées par cela. Par ailleurs, les points d'info CAF et autres municipalités disparaissent. Les organisations syndicales de ces organismes sont-ils suffisamment informés de ces dérives? Nous, bénévoles, nous allons faire l'activité des futurs licenciés des services publics. Tout cela pour devenir point CAF et récupérer un micro et une photocopieuse. Offert par la CAF, évidemment. La CAF et d'autres organismes se déplacer en mairie et entreprise. C'est leur mission, ce n'est pas la nôtre. Notre rôle est de diriger les bénéficiaires vers ces lieux, pas d'effectuer leur travail. La réponse est non. Alors que les précédents gouvernements démantèlent le service public, des responsables d'associations expliquent qu'il n'y a pas que les repas dans les aides. Des bénévoles ne réfléchissent pas, ou pas suffisamment, et tombent dans le piège tendu. Comment les alerter? Par ailleurs, plein de fric, sommes gastronomiques, pour répondre à des questions débiles pendant les émissions sportives, foot, rugby, etc. D'où vient cet argent? De plus encore, alors que le pays manque cruellement de fonctionnaires, de soignants, d'artisans, de créateurs, etc., les gouvernements ont trouvé un budget pour 10 000 policiers et 2 milliards pour la guerre. Plus rien pour les services publics. Bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Jeanroy. Je suis membre de la CEUD, CGT, et je suis aussi auxiliaire de vie pour le CCS de Perpignan. Moi, c'est simplement pour vous témoigner ce que je vis au quotidien de par mon travail auprès des personnes aidées.
quand on dit droit à une alimentation digne, tous les jours, on est confronté à de la misère alimentaire, si je puis dire. On a des frigos vides chez certaines personnes. Donc, on doit préparer des repas avec peu. Et malgré ça, comment dire, malgré des alertes, des signalements, ça ne bouge pas souvent. Parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il y a des curateurs, des tutrices. On doit faire des signalements auprès de notre responsable, des coordinatrices, qui, elle, après, dépose ses demandes auprès des curateurs, des tutrices. Pardon. Et c'est compliqué, très compliqué, et ça traîne. Voilà. Je voulais aussi parler de la précarité aussi au niveau des auxiliaires de vie, aide à domicile. Hein. On est confronté à ça aussi. Moi, par exemple, on nous maintient dans la précarité parce qu'on a des contrats de 27 sur 35 et on fait beaucoup plus d'heures. Voilà. On ne veut pas nous augmenter notre taux d'heure. Je voulais aussi dire qu'on utilisait notre véhicule tous les jours et que nos frais d'essence par mois s'élèvent à 13,46 €. Voilà. Quand la voiture part au garage et qu'on a des grosses factures, personne n'est là pour nous aider. Et on utilise notre véhicule tous les jours. Je pense que mes collègues et moi, on est à bout de souffle. Nous sommes isolés à domicile. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir dialoguer puisqu'on est isolé, on ne se voit pas. Donc, c'est compliqué, très compliqué. Pour vous dire aussi qu'on a un temps de trajet qui n'est pas compté entre chaque bénéficiaire, il faut le savoir, que c'est sur nous, sur notre temps à nous, qu'on se déplace au bureau sur notre temps à nous, et qu'on est des invisibles. Pendant toutes ces périodes de pandémie, on a été au front, il ne faut pas l'oublier aussi, et qu'on est des oubliés, des invisibles, et que la précarité nous touche énormément, et que j'ai beaucoup de collègues où les fins de mois sont difficiles, très difficiles. Donc on bénéficie aussi de la prime d'activité, malheureusement, hein. Et c'est parce qu'on ne veut pas nous augmenter notre taux horaire, tout simplement. Voilà, et qu'on n'est pas reconnu. Voilà. Bonjour, pardon. Alors nous sommes une petite association du Val-Espire qui au départ était des Gilets jaunes. Et nous avons créé cette association pour venir en aide, aide et entraide d'ailleurs, c'est l'objet de notre association. Nous avons fait au départ des maraudes sur Perpignan, qui ont été stoppées bien sûr l'année dernière au moment de la crise du Covid, enfin de la pandémie. Et ensuite nous avons cette année fait des distributions alimentaires aux étudiants. Nous avons essayé de leur venir en aide un petit peu, on a fait ce qu'on a pu. Et puis, voilà, notre but, c'est aussi de venir en aide à tous ces gens qui sont dans la précarité. Pour avoir des budgets, c'est très difficile, puisque nous, on est vraiment une association sans fonds propres. Alors nous faisons des vides-greniers, ou bien nous organisons des petites fêtes quand on pouvait le faire, parce que maintenant on ne peut plus, pour avoir un petit peu de budget. Voilà. Ensuite, je voulais dire une deuxième chose, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des salariés qui, dans les entreprises, voient des anomalies ou des choses qui leur paraissent anormales.
Je pense qu'il faut protéger ces gens et qui seraient peut-être des lanceurs d'alerte. Il faut protéger les lanceurs d'alerte. Il y en a dans les entreprises et malheureusement, on les étouffe assez vite. Ils ne peuvent pas trop parler. Voilà, c'était deux exemples, en fait, deux choses que je voulais dire. Merci. Donc, je rappelle que l'association, c'est les Genêts du Canigou, c'est bien ça. Hein, voilà. Alors effectivement, les syndicalistes dans les entreprises, c'est un peu des lanceurs d'alerte du quotidien. Hein. Voilà, bon, il y a un mot qui est utilisé aujourd'hui parce qu'il est plus évocateur, mais si on regarde aujourd'hui le nombre de militants syndicaux qui sont mis sur la touche, victimes de discrimination salariale et plus, bon, voilà, enfin, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Ok, si on peut encore échanger, on se donne encore 5-6 minutes. Je voulais parler aussi au nom de l'occupation ici à Alenia. Donc en fait, moi ce que je découvre depuis qu'on a créé, depuis qu'on occupe ici, c'est que finalement il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se rencontrer, qui ont besoin, les gens qui viennent en fait ont plein de questions à se poser et donc viennent. Quand on fait des agoras, ils ont des questions à nous poser, etc. Et je trouve que là, sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant parce je vois que c'est un petit peu la même chose. Et il y a énormément de gens qui ont des propositions et des solutions pour certains problèmes. Et du coup, je m'interrogeais sur le lien qu'il y a entre toutes ces associations qui s'occupent du coup finalement de résoudre le même problème et comment vous communiquez du coup entre vous et est-ce que justement il n'y aurait pas moyen de réunir les propositions qui sont faites et peut-être de trouver des réponses concrètes pour agir justement sur le problème de la précarité alimentaire. Voilà. Ben, je pense que la question en fait est adressée à tout le monde, donc allez-y, s'il y en a qui veulent réagir. Oui, j'aurais peut-être une partie de la réponse, mais pas tout. Je voulais juste quand même intervenir suite à l'intervention du collègue des Restos du Cœur. Je voulais préciser voilà, que le Secours populaire ne s'était pas positionné comme point d'info CAF. Voilà, donc c'est pas le cas en tout cas de toutes les associations. Il n'empêche que les bénévoles de nos associations sont mis régulièrement en rude épreuve et ils sont un peu sur tous les fronts. C'est assez incroyable. Alors, comment dire, nos associations sont appelées justement régulièrement à mutualiser tout un tas de choses, ce que nous ne voulons pas. En fait, nous sommes tous des mouvements à part entière. Moi, le Secours populaire français, chaque bénévole, chaque personne qui s'implique au Secours populaire porte toute l'histoire de notre mouvement qui a plus de 70 ans aujourd'hui, et même plus si on compte les années qui ont précédé. Et ce mouvement, il est différent de celui des Restos du Cœur que je respecte tout à fait, et de celui du Secours catholique, et de celui de la Croix-Rouge, etc., etc. Donc, comme vos syndicats, par exemple, ont des histoires et des positions qui peuvent être différentes, c'est le cas aussi de nos mouvements associatifs. Pour moi, c'est assez difficile d'entendre, parce que l'État, depuis régulièrement, nous demande de mutualiser, mais pourquoi vous n'utilisez pas tous les mêmes locaux, et puis pourquoi il y a plusieurs associations alors qu'une seule, ça serait si facile, et puis pourquoi vous ne partagez pas vos fichiers, et puis etc. etc. Donc nous, on est en permanence en vigilance pour préserver la confidentialité de nos données, pour préserver le droit des personnes qui viennent nous voir de pouvoir aussi accéder aux autres associations si elles le souhaitent. Nous, on a des personnes qui viennent bénéficier d'une aide alimentaire et qui vont en chercher une aussi dans d'autres associations, parce qu'il y a des périodes dans la vie qui sont extrêmement difficiles et qu'ils n'ont pas le choix.
Donc c'est un fait. Comme je le disais tout à l'heure, nous on est un maillon de la chaîne, on n'est pas la solution, hein. On est un maillon, on s'efforce de faire ce qu'on peut, du mieux que l'on peut, c'est pas toujours assez bien ou bien suffisant, mais voilà. Mais nos associations sont toutes nécessaires sur le terrain, sont toutes nécessaires aussi pour faire remonter effectivement des propositions. Là, que ce soit au niveau local ou au niveau national, je pense que nos associations voilà, sont effectivement en capacité de porter des messages communs. Au niveau national, en tout cas, elles le font régulièrement et on partage les mêmes combats. Ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure par rapport à ATD Carmonde et à nos présences dans les commissions au niveau national, voilà, on partage les mêmes combats au niveau national. Voilà. Par contre, c'est toujours, voilà, on est toujours un peu sur le fil du rasoir entre travail en commun, réflexion commune, mais pas mutualisation et pas fusion surtout de nos mouvements. Mais je me permets de le dire parce que c'est un message qui est de plus en plus fort au niveau national et nous, voilà, toute l'année 2020, moi j'ai dû réexpliquer ça à beaucoup de personnes. Et on essaye aussi de nous amener, là ça rejoint un peu ce que vous disiez, monsieur, au niveau des Restos du Cœur, on essaye aussi de nous mettre dans une posture de prestataire de services publics et c'est absolument pas la fonction de nos mouvements, de nos associations. Nous, on a choisi de s'attaquer aux conséquences de toutes ces inégalités et de dire, bon ben là, on sera là aux côtés des personnes qui peuvent en avoir besoin en fonction de nos possibilités. Et on continuera de le faire. On n'est pas, voilà, le bras armé de l'État ou de je ne sais qui. Voilà, ça répond que très partiellement aux questions, mais voilà. Oui, peut-être pour compléter, c'est une expérience, c'est pas forcément un conseil, mais moi je me rappelle que en 2015-2016, quand on a vécu la première crise migratoire, à l'arrivée des réfugiés, parce que migrants c'est la sémantique qui permet d'éloigner le sujet, mais des réfugiés, enfin des gens qui sont obligés de quitter leur pays. Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup des associations qui ne se connaissaient pas ont été obligées de travailler ensemble. Et on s'est rendu compte notamment que sur la question des réfugiés, aucune des associations ou des mouvements qui étaient sur ce territoire ne pouvait régler la complexité des situations. Moi, l'expérience que j'en ai tirée, c'est qu'effectivement, il y avait besoin de beaucoup de monde, avec des histoires, comme l'a dit Aurélie, et des parcours différents, des compétences différentes, des combats différents. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a aussi un tel combat politique contre les réfugiés. C'est un empêchement de faire collectif. Voilà. Ça, je crois qu'il faut... Enfin, moi, j'en suis convaincu. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sont cantonnés dans les situations d'urgence pour que, globalement et collectivement, on soit empêché de penser à la question fondamentale, quand les questions fondamentales qui ont été évoquées. Quels sont les biens communs? Quel est le rôle de l'État? Qu'est-ce qu'un État devrait faire et qu'est-ce que des associations devraient faire? Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi dans le milieu associatif à comprendre que on a essayé d'écoper aussi des situations qui disaient pendant des années, ça ne suffit plus. Beaucoup d'entre nous aussi ont été parfois instrumentalisés, utilisés. Donc plutôt qu'avoir un débat, je pense, entre nous sur comment on pourrait fédérer, moi je me dis, on a plus... pas un ennemi commun, ça me comprend bien ce que je veux dire, mais plutôt que nous diviser, gardons chacun notre posture, notre ADN, notre capacité à mobiliser. Aucun d'entre nous n'a les mêmes ressorts de mobilisation, la même histoire. Par contre, on a le même désir que de ne pas être défiguré par certaines choses. Plutôt que de dire pourquoi on n'est pas ensemble, je crois qu'on est ensemble, une journée comme ça seulement, on est effectivement ensemble. Et identifions bien ce qu'on veut faire changer, quoi. Je lis plus une expérience qu'un conseil, mais je trouve que la crise migratoire a montré au milieu associatif qu'on est aussi dans une situation très très complexe. Et je pense qu'aucun de nous n'a une réponse. En tout cas, moi, ce que je veux quand même témoigner, c'est qu'il ne me semble pas qu'on va pouvoir bâtir un dispositif, on parlait
une alimentation digne sans les personnes concernées. On doit être une quarantaine dans la pièce ici, à part peut-être une ou deux d'entre nous qui vont peut-être avoir des difficultés à rentrer chez elles, à remplir leur frigo, etc. On est globalement, nous, sans doute moins concernés et privilégiés. Mais la question, c'est de partir de la parole et de l'expérience des personnes qui sont privées de parole parce qu'elles ont des idées là-dessus. Moi, je pense qu'on ne bâtit pas un dispositif sans les personnes. Quand on voit qu'on a un dispositif comme le RSA qui n'est pas demandé par 40% des personnes qui pourraient y prétendre, ça montre bien que le dispositif, il n'a pas été bâti avec les personnes. Si on l'avait bâti avec elles, 100% des personnes pourraient y prétendre. Donc tant qu'on ne bâtit pas les dispositifs avec les personnes concernées, il me semble qu'on ne règle pas la question de la résolution des problèmes de façon durable. Merci. Est-ce qu'il y a encore des prises de parole qui sont souhaitées? Alors, on entend sonner les 12 coups de midi, donc c'est pas pour abréger, mais simplement dire, voilà, tirer les conclusions de nos échanges, ça sera compliqué, mais il y a matière à réflexion dans tout ce qui a été dit et échangé. Par contre, moi, ce que je voudrais simplement préciser, c'est revenir sur quelles étaient nos ambitions pour aujourd'hui. La mission de la CGT aujourd'hui, c'était de pouvoir permettre cet échange d'expérience et cet échange d'analyse, de point de vue, de décloisonner un peu les regards aussi, et en même temps de se dire que nous serons toujours présents pour exiger un certain nombre de moyens de façon à répondre aux besoins des salariés, puisque c'est la raison d'être, notre raison d'être syndicale. Et compte tenu aussi des caractéristiques aujourd'hui de cette extension de la précarité dans le salariat, ça nous amène aussi à interchanger avec des publics, des personnes avec qui on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir des échanges, et on les prolongera mais clairement sur une base de lutte, quoi. On ne va pas se raconter des histoires, on aura notre rôle particulier à jouer en tant que syndicat. Donc ce qu'on va essayer de faire peut-être, c'est, dans cet état d'esprit, c'est vous solliciter pour avoir une petite fiche qui présente chacun des projets, etc. Et peut-être on tâchera d'avoir une publication, enfin une chose de modeste, hein, mais une publication que nous diffuserons, nous recueillerons, nous vous le ferons passer, en même temps avec un répertoire, avec les contacts, etc. Si après il y a une envie de prolonger les contacts, et ensuite nous les diffuserons également dans nos rangs, bien évidemment. Et moi je voudrais simplement, conclure n'est pas le mot, mais vous donner à la réflexion 2-3 données, parce qu'elles sont quand même mortelles, j'allais dire. Les constats qui ont été faits sur la situation économique aujourd'hui, c'est que la fortune des 20 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 62%, là, dans la période, c'est quand même de crise, que la fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d'euros, soit une hausse moyenne de 40%, là, cette année, dans une année de crise. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce qu'il y avait mais ce qui nous conforte à nous, dans notre volonté, d'être combatifs, de ne pas se laisser démoraliser, de se battre pour des augmentations de salaire et une vie décente, pour les salariés, bien sûr, et puis pour tous. Et par contre, pour conclure vraiment, je vous inviterai à partager un verre de l'amitié que la ville d'Alenia a mis à notre disposition pour conclure de bonne manière. Voilà. Et avec des produits qui sont locaux, et un circuit court, puisque ce sont des produits de la carte coopérative d'Alenia. Voilà. Merci à vous tous pour votre participation, et certainement on aura les occasions de se revoir. Merci.